Merci beaucoup de me donner l'occasion de vous rencontrer. Comme j'ai le bras dans le plâtre, je ne vais pas pouvoir me produire beaucoup sur la scène, mais je vais essayer déjà de traiter le thème qui m'a été fixé. Moi, je suis chercheur par métier. Je suis chercheur au CNRS, dans une équipe qui est à Sciences Po, qui s'occupe des relations internationales. Et donc, je travaille depuis longtemps sur la dimension internationale des migrations. Et c'est sous cet angle que je les ai étudiés pour l'essentiel, même si j'ai fait beaucoup de travaux de terrain sur la France dans le passé. J'ai fait 2 ans d'enquête chez Renault, j'ai fait une étude pendant 2 ans dans l'armée, j'ai étudié les associations issues de l'immigration et quelques autres terrains, les familles de réfugiés et quelques autres. Donc j'ai fait à la fois du terrain, de l'enseignement et puis des livres, parce que notre métier, c'est aussi d'écrire des articles pour Écart d'identité, d'ailleurs aussi, bien sûr, et de faire des travaux aussi à l'international avec des collègues étrangers. Donc voilà un peu le cœur de mon métier, mais je suis aussi engagée, si j'ose dire. Je suis à la Ligue des droits de l'homme depuis maintenant 30 ans, et j'ai fait beaucoup de débats ces derniers temps pour la Ligue et pour d'autres collectifs d'associations sur la thématique des migrants et des réfugiés dans ce qu'on appelle la crise actuelle, qui est le cœur de notre sujet. Alors tout d'abord, le titre « Crise de l'accueil, crise des frontières, l'Europe et l'immigration ». J'aurais tendance à commencer par l'Europe. L'Europe est la plus grande destination migratoire au monde aujourd'hui en termes de flux, devant d'autres grandes destinations comme les États-Unis, qui sont la 2e destination, comme le Golfe, 3e destination au monde, et comme la Russie, 4e destination au monde. Sauf que l'Europe partage avec le Golfe, d'ailleurs, la spécificité d'être une grande destination migratoire, mais sans se considérer comme terre d'immigration. Et c'est tout le cœur de la difficulté de l'accueil des réfugiés, comme on dit, et des migrants en général, parce que l'Europe a été un grand continent de départ pendant des siècles pour des objectifs divers qui étaient non seulement l'immigration de peuplement, mais aussi la colonisation, mais aussi les missions, le commerce, etc. Et les Européens qui étaient nombreux sont partis de par le monde pendant d'une très longue période. Et pendant longtemps, quand ils ont commencé à avoir besoin de main-d'œuvre, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, surtout en France, qui est le plus ancien pays d'immigration en Europe, parce qu'on a commencé notre, disons, déclin démographique qui maintenant a heureusement qui est derrière nous dès la fin du XVIIIe siècle. Donc au moment où on avait besoin de main-d'œuvre, il n'y avait pas de population. Donc on a fait appel à l'immigration bien avant nos voisins européens qui ont commencé, pour certains après la Deuxième Guerre mondiale et pour d'autres dans les années 80, comme l'Europe du Sud. Donc une sorte de continent d'immigration malgré lui, parce que l'immigration, dans les têtes de beaucoup de gens, et je suis heureuse qu'il y ait un public jeune, les plus anciens, d'abord, ce que je disais tout à l'heure dans l'échange que j'ai eu, c'est un savoir récent, la question des migrations. C'est les gens de ma génération qui, pour beaucoup, ont défini ce que c'était que la recherche sur l'immigration, parce que ça n'existait pas avant. Moi, quand j'étais à Sciences Po et à la faculté de droit, c'était pas un sujet, la migration. J'avais un directeur de thèse qui était un homme très reconnu en sciences politiques, mais qui considérait que c'était un sujet quasiment sans avenir. Et je pense que Gérard Noiriel, l'historien de l'immigration, un des grands historiens de l'immigration en France, m'avait dit à peu près la même chose pour sa thèse. Donc c'était un sujet qui n'existait pas, qui était pris de morceaux d'autres études qui portaient sur le monde ouvrier, qui portaient sur les pays de départ, qui portaient sur l'économie de la main-d'œuvre, etc., la sociologie du travail, les questions de logement. Mais il a fallu extraire déjà un morceau de différentes disciplines pour définir la thématique des migrations comme thématique en tant que telle, pour construire un savoir. Par exemple, maintenant, les étudiants ont la chance d'avoir beaucoup de livres de synthèse qui n'existaient pas, bien sûr, à l'époque. On a fait des atlas des migrations, j'en ai fait en français, il y en a aussi en anglais, il y en a dans d'autres langues. Donc tout ça n'avait jamais été mis ensemble comme thématique en tant que telle. Donc il a fallu construire un savoir
pluridisciplinaire. Hein. Je suis ravie de voir qu'il y a des professeurs d'histoire et géographie, mais tout à l'heure, il y aura une professeure de droit qui va venir, Madame Jaillardon. Il y a des économistes, des sociologues, etc. Et donc, c'est un sujet tout à fait pluridisciplinaire qui s'est construit un peu partout en Europe à partir de bribes de différentes disciplines. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'Europe a considéré que l'immigration, c'était quelque chose de conjoncturel. C'est-à-dire de temps en temps, on avait besoin de main-d'œuvre, on faisait appel à de l'immigration, et quand on n'en avait plus besoin, on cherchait à faire des politiques de retour qui n'ont pas marché, mais que les gouvernements européens continuent à mettre en œuvre aujourd'hui. Ensuite, de temps en temps, il fallait accueillir des réfugiés parce qu'il y avait des crises. La France, comme beaucoup de pays européens, sont signataires de la Convention de Genève sur les réfugiés, donc il fallait accueillir les réfugiés, ce qu'on a fait pour les réfugiés du Vietnam, pour les réfugiés du Chili, etc., et quelques autres. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas permanent. Aujourd'hui, l'immigration, c'est un sujet permanent, c'est-à-dire un sujet qui dure, qui va durer tout au long du siècle. C'est un sujet qui sera votre quotidien, si j'ose dire. Hein. Donc il faut peut-être avoir une autre attitude à l'égard de l'immigration, parce que l'on soit pour ou contre, c'est une réalité et il faut l'assumer comme telle, alors que l'Europe n'assume pas le fait que ce soit devenu une grande destination migratoire. Et le résultat, c'est qu'on a des politiques extrêmement restrictives de l'immigration, et que le discours ambiant, sécuritaire, qui s'est développé en Europe depuis les années 1990, avec la communautarisation, c'est-à-dire l'européanisation des politiques migratoires, et surtout un discours sécuritaire. Ceux qui s'occupent à Bruxelles des questions d'immigration, c'est des gens des ministères de l'Intérieur de différents pays. Le commissaire européen à l'immigration actuellement, qui est un Grec, était avant a été ministre de la Défense, ce qui donne un peu un peu l'idée de l'approche européenne en la matière. Beaucoup de gens qui sont en charge de ces sujets à la Commission européenne sont des gens qui viennent des ministères de l'Intérieur. Donc on a une approche sécuritaire qui a succédé à une approche main-d'œuvre. Auparavant, c'était un sujet de main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est la sécurité dans une approche de faire la guerre aux migrants. Faire la guerre aux migrants, on dit faire la guerre aux passeurs, mais c'est aussi faire la guerre aux migrants, dans une approche dissuasive, répressive, avec l'idée que plus on accueillerait mal les gens, moins ils viendraient. Donc ça, on a 30 ans de politique sécuritaire, mais j'aurais tendance à dire on a 30 ans d'échec de ces politiques sécuritaires, parce que les effets pervers sont colossaux. 30 000 morts en Méditerranée depuis la fin du XXe siècle, des sans-papiers très nombreux, des gens qu'on va reconduire chez eux, mais qui vont revenir ensuite, parce que de toute façon, ils ont payé des passeurs qui leur donnent la possibilité de revenir, de faire une deuxième tentative ou une troisième tentative. Toute une série de métiers peu qualifiés qui sont remplis par des sans-papiers, parce qu'on ne veut pas donner des statuts pour des métiers non qualifiés légaux de travail, parce que l'Europe a fermé son immigration de travail dans certains pays européens en 1973 et dans d'autres comme la France en 1974. Donc l'immigration de travail salarié est extrêmement limitée, notamment pour les très qualifiés, pour l'essentiel. Et pour le reste, le discours des partis d'extrême droite est devenu le discours ambiant dans beaucoup de pays européens sur la question migratoire. Donc il y a une inquiétude très forte à l'égard d'une réalité qui est là et qu'il faut assumer. Ça, c'est le premier point sur lequel j'insiste. Et c'est dans ce contexte qu'est survenue ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, que j'aurais plutôt tendance à appeler la crise de l'accueil des réfugiés, parce qu'on a accueilli peu de gens. À l'échelle mondiale, tout à l'heure, l'Université de Lyon disait il faut des chiffres. Alors, on a 244 millions de migrants internationaux, c'est peu, c'est 3,5% de la population mondiale. C'est un chiffre qui est en permanente croissance, mais qui n'est pas d'une croissance exponentielle, qui a été multiplié par 3 en 40 ans. On avait 77 millions de migrants dans les années 75, 120 millions à la fin du XXe siècle, 244 millions aujourd'hui.
des migrants. Donc, à l'intérieur des migrants, il y a une définition très précise. On a eu un très mauvais débat au moment de la crise de 2015 sur les vrais réfugiés, les faux migrants ou les faux réfugiés, etc. En fait, les réfugiés sont des migrants. Le migrant, c'est une définition très précise du département de la population des Nations Unies qui définit quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né, pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Donc ça, c'est le migrant. Ces migrants appartiennent à toute une série de catégories. Donc à l'intérieur des 244 millions dont je vous ai parlé, il y a les réfugiés, donc qui sont 65 millions en situation de réfugiés. Ils n'ont pas tous le statut. Un tiers seulement a le statut de réfugié de la Convention de Genève. Mais il y a également les gens qui viennent pour le regroupement familial, ceux qui sont venus pour travailler, les étudiants, toute une série de catégories, les déplacés environnementaux quand ils traversent une frontière. Tout ça, ce sont des migrants internationaux, à côté desquels il y a des migrants internes, 740 millions à l'échelle mondiale, dont 240 millions en Chine. Donc en Chine, il y a autant de migrants internes que de migrants internationaux à l'échelle de la planète, pour vous donner quelques ordres de grandeur. Mais je ne vais pas insister trop là-dessus, c'était juste pour planter le décor, mais pour dire que l'Europe n'a pas accueilli beaucoup. En fait, on a accueilli 1,2 million de nouveaux arrivants en 2015 sur 506 millions d'habitants. Donc il faut raison garder en la matière. Ça n'a pas été l'invasion que certains ont décrite. Et il y a beaucoup de pays qui ont accueilli beaucoup plus en proportion de leur population. Aujourd'hui, en Turquie, on a 4 millions de réfugiés sur 80 millions de la population. Au Liban, ils ont accueilli 1 million de réfugiés du Proche-Orient sur 4 millions, la population totale du pays. En Jordanie, qui est un pays petit, peu peuplé, 600 000 demandeurs d'asile ont été accueillis. Donc on est très très loin des grands pôles d'accueil. Les 2 tiers des réfugiés dans le monde sont accueillis dans les pays du Sud. On a 6 millions d'Afghans qui ont quitté leur pays après les occupations soviétiques, américaines, européennes, 6 millions. Eh bien, ils ont été pour l'essentiel accueillis en Iran et au Pakistan, par exemple, qui ne sont pas les pays les plus riches du monde. Les Irakiens ont été accueillis pour 1 million d'entre eux dans le passé, depuis les années 91, les premières occupations américaines. Ils ont été accueillis par la Syrie, il ne faut pas oublier. 1 million d'entre eux ont été accueillis en Syrie. Aujourd'hui, les Syriens sont accueillis essentiellement par la Turquie. Et l'Europe est très loin derrière, même si elle a été confrontée à cette fameuse crise que vous avez dû voir à la télévision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Plusieurs choses. D'une part, beaucoup de Syriens sont, d'une part, une partie d'entre eux, donc 5 millions ont quitté leur pays, et une partie d'entre eux, et auquel il faut ajouter 7 millions de migrants internes en Syrie. Donc sur une population d'autour de 22 millions d'habitants, la moitié des Syriens sont hors de chez eux, soit dans une autre région, soit à l'extérieur du pays. Donc ça, c'est le bilan de la situation syrienne. C'est un peu une situation un peu différente de celle de l'Afghanistan et de l'Irak, parce que ça, c'est pas les intervenants extérieurs qui sont venus mettre le chaos, si j'ose dire, dans ce pays, ou de façon plus indirecte, tout au moins. C'est une révolution arabe qui a échoué, la Syrie, pour l'essentiel. Et donc... La situation est celle-ci. L'essentiel sont allés en Turquie, sauf que dans cette région, paradoxalement, où on a eu tellement de réfugiés, parce que 6 millions d'Afghans, 6 millions de Palestiniens, 5 millions de Syriens, 3 millions d'Irakiens, etc., c'est quand même beaucoup. Dans cette région, sauf la Turquie, aucun pays n'est signataire de la Convention de Genève. Donc ça, c'est un gros problème, parce que là où il y a le plus de réfugiés dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui peuvent les accueillir en leur donnant le statut de réfugié. Ça, c'est un des éléments de la crise. Et la Turquie, qui a signé la Convention de Genève, en est restée à une définition initiale qui limitait le statut de réfugié en 1951 aux Européens. À l'époque, c'était la guerre froide. Donc le réfugié type, c'était le dissident communiste qui était accueilli en Occident, si j'ose dire. Et la Turquie n'a pas étendu
le bénéfice du statut de réfugié, comme l'ont fait beaucoup de pays du monde, au reste du monde, parce qu'elle savait, et l'histoire lui a montré qu'elle avait peut-être eu raison, elle savait qu'elle était entourée de pays qui n'avaient pas signé la Convention de Genève et que s'il y avait une crise, c'est elle qui recevrait l'essentiel des personnes à traiter. Et donc, elle en est restée à cette définition qui limite aux Européens le bénéfice de la Convention de Genève, avec quand même, puisqu'elle a signé la Convention de Genève, le HCR qui est sur place en Turquie, qui de temps en temps donne des statuts de réfugiés. Mais pour l'essentiel, les gens qui sont en Turquie ont le droit de séjourner, ont le droit de travailler, mais ont un titre de séjour d'1 an renouvelable. Et pour ceux qui souhaitent de façon beaucoup plus durable fuir la Syrie et un vrai statut de réfugié, eh bien, il faut aller en Europe. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ont essayé de passer de la Turquie à l'Europe. On a eu cette fameuse photo très médiatisée du petit Aylan Kurdi, un petit enfant syrien dont le bateau des parents avait fait naufrage en essayant de passer de Bodrum sur la côte turque en Grèce. Mais il y a beaucoup d'autres enfants qui, malheureusement, sont morts de cette façon, et des adultes aussi. Et donc, les îles grecques, qui sont très proches de la côte turque, ont été investies pendant tout l'été 2015 de ces gens qui essayaient de passer en Europe. Ensuite, autre suite de l'étape, ils se sont retrouvés en Grèce. Certains sont passés par la voie terrestre. Donc là, on retrouve notre thématique des frontières. Il doit y avoir la carte que j'avais faite de la Thrace, qui est le nord de la Grèce, où il y a une voie terrestre importante entre le nord de la Turquie et le nord de la Grèce, donc, où la population d'ailleurs, mais c'est un autre sujet, on aura le temps peut-être d'en parler dans les questions, est une population turque, qui est grecque, mais qui est turque et de culture musulmane, qui est restée en Grèce, de l'autre côté de la frontière turque, et qui accueillait depuis très longtemps des gens qui passaient la frontière, qui traversaient la rivière Évros, etc. Et là, ça a été massif. Et donc, on a eu des arrivées en Grèce très importantes pour un pays qui est en crise économique, il ne faut pas l'oublier, et puis qui donne très très peu de statut de réfugiés. Et d'autre part, des gens qui voulaient continuer leur route en allant vers des pays où ils avaient souvent de la famille, où ils avaient une espérance de trouver du travail. Donc, ils ont essayé de passer en Autriche, en Allemagne, en Suède, qui étaient des pays qui avaient dans le passé accueilli beaucoup de Syriens, beaucoup de Proche-Orientaux. Donc là, les mécanismes européens ont commencé à se mettre en œuvre, et surtout certains pays européens, alors qu'en principe, une fois qu'on est sur le territoire européen, il y a la liberté de circulation à l'intérieur de l'Europe, ont fermé leurs frontières. Et notamment des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Macédoine, pour ennuyer un peu aussi la Grèce, et puis d'autres qui n'ont ouvert que très très peu de postes frontières, comme la Serbie et la Hongrie, qui s'est complètement barricadée à l'intérieur de l'Europe dans ce qu'on a appelé la route des Balkans. Parce que la Serbie, la Hongrie a une frontière avec la Serbie. Et donc, on a vu une sorte d'exode. Donc ça, c'est l'image télévisuelle très importante pour l'opinion publique de ces gens qui empruntent les voies du chemin de fer et qui vont vers l'Europe. Pour certains, ça évoque la conquête, l'invasion, etc. De même que les bateaux chargés de migrants albanais dans les années 90-91 qui arrivaient en Italie, ça a soulevé une certaine inquiétude de la part des Européens, l'idée qu'ils vont nous envahir, ils vont venir. Les Albanais ne sont pas très très nombreux quand même, mais il y avait l'image. Et pareil, l'image là de l'invasion, les gens qui passent, qui traversent la frontière, des hordes de gens paupérisés par leur parcours d'exil, etc. Donc ça a été la crise, et la réponse européenne, elle s'est faite en plusieurs phases. D'une part, on a appliqué un système qui ne fonctionne pas mais qui perdure, qui sont les accords de Dublin. Les accords de Dublin, c'est un système qui tend à harmoniser le droit d'asile en disant si vous êtes accepté comme demandeur d'asile, ça vaut pour tous les pays européens, comme réfugié. Si vous êtes refusé, ça vaut pour tous les pays européens. Ça, c'est Dublin 1, comme on dit dans le jargon. Ensuite, on a ajouté, puisque les pays qui avaient accueilli beaucoup de demandeurs d'asile dans les années 90, comme l'Allemagne, l'Autriche, disaient il faut partager le fardeau. Et donc, on a institué Dublin 2. Dublin 2, c'est ce qui fonctionne le plus mal, c'est one stop, one shop. C'est là où vous avez mis le pied que vous devez obligatoirement demander l'asile. Ça ne fonctionne pas du tout, ce système-là. Mais surtout, ça conduit à renvoyer vers le sud de l'Europe
l'essentiel des demandeurs d'asile qui, auparavant, avaient peu participé à l'accueil des réfugiés. Donc une sorte de redistribution de l'accueil, si j'ose dire, par des pays qui en avaient accueilli beaucoup, comme l'Allemagne. Et donc, qui est-ce qui aujourd'hui est confronté à ce problème? Essentiellement, dans la crise du Proche-Orient, les Grecs, éventuellement les Chypriotes, mais pas beaucoup, les Italiens, les Maltais. Donc, c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut de ce système, puisqu'on renvoie, on dit vous êtes entré par la Grèce, voilà. Maintenant, on renvoie moins par la Grèce, parce qu'il y a quelques pays, dont la France, qui ont été condamnés pour avoir renvoyé vers la Grèce des demandeurs d'asile, sachant que dans ce pays, on ne donne que 2% de statut de réfugié. Ça voulait dire qu'on niait le droit d'asile à l'échelon européen. La Belgique aussi a été condamnée, donc on ne renvoie plus vers la Grèce des gens qui correspondent au droit d'asile, et en revanche vers l'Italie il y a eu beaucoup de renvois, etc. Et donc ces pays qui reçoivent beaucoup en fait souvent font semblant de se dire bon voilà, vous êtes passé, vous continuez votre route, on n'a rien vu, surtout parce qu'on ne veut pas qu'on nous renvoie les personnes qui sont passées par chez nous, ce qui se fait aussi en Italie. Donc on a eu la réponse européenne, ça a été solidarité. Donc, effectivement, il faut que tous les pays européens partagent les personnes qui sont arrivées en Europe, qu'il faut réinstaller, comme on dit. Donc, M. Juncker, le président de la Commission européenne, avait d'abord proposé timidement, en mai 2015, de se partager 40 000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Pour toute l'Europe, 40 000, bon. Les pays européens ont hurlé à l'époque. Aucun n'a dit « j'en prends ». Il avait même proposé des chiffres qui étaient assez minimes, de 10 000 par grand pays européen. Personne n'a accepté cette proposition. Et comme entre-temps, l'été, la crise s'est aggravée, il a dit cette fois-ci, comme vous n'avez pas pris les 40 000, je vais les ajouter à la facture que je vous propose de 120 000 de plus. Donc ça fait 160 000 personnes à se partager entre 28 pays de l'Union européenne. Ça n'est pas beaucoup sur 2 ans. Et donc, la réponse, ça a été d'une part Madame Merkel qui a dit l'Allemagne est prête à accueillir 800 000 réfugiés, et elle a dit nous le ferons. Voilà. Ensuite, les autres pays européens ont accepté, pour certains, à l'ouest de l'Europe, les chiffres de M. Juncker. Donc, pour la France, c'est 30 000 à se partager en 2 ans. Donc, vous voyez, on n'en a reçu même pas 10 000. Hein. Mais c'est 30 000 sur 2 ans. En fonction les chiffres étaient fixés en fonction de la taille de la population et de la richesse de chaque pays. Et puis, pour d'autres pays, à l'Est, c'est là qu'il y a eu une vraie crise de l'accueil, une crise de solidarité. Ils ont dit non. Ils ont dit non parce qu'ils ont dit, nous, on applique la Convention de Genève, puisqu'on est entré dans l'Europe, on est signataire de la Convention de Genève, mais on ne veut pas en prendre davantage. Et pourquoi on ne veut pas en prendre davantage? Parce que des réfugiés du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, essentiellement de culture musulmane, c'est une atteinte à l'identité de notre pays. Nous voulons être des pays homogènes, ethniquement, culturellement, religieusement, et on n'est pas prêt à accepter ce diktat que M. Juncker a rendu obligatoire. Il ne faut pas oublier que la solidarité, c'est un des principes fondamentaux de l'Europe, qui est inscrit comme tel dans le traité de Lisbonne de 2007. Donc, c'est une valeur de l'Europe, la solidarité. D'ailleurs, on a financé d'ailleurs pour tous ces pays des programmes de développement régional, etc. Et ils semblent l'avoir oublié puisqu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre plus de réfugiés. Les Tchèques ont dit, alors la Hongrie d'abord en tête, hein. Ensuite les Tchèques qui ont dit on veut bien prendre des Syriens, mais uniquement des Syriens chrétiens. Et puis d'autres pays comme la Pologne ont été dans ce front du refus en disant on est déjà en crise économique, donc accueillir plus de réfugiés alors qu'ils en accueillent 2%, c'est pas beaucoup. Mais pour nous, c'est beaucoup, etc. Et donc, non, on ne veut pas. Donc, la crise, ça a été une crise de confiance entre l'Europe de Bruxelles et les États européens, ce qui ne s'était jamais produit dans ces proportions-là, entre les États européens. Crise des valeurs, bien sûr, solidarité, droits de l'homme, et également une sorte de différenciation entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est sur la question des réfugiés. L'Europe de l'Ouest ayant l'habitude, si j'ose dire,
grâce à toute cette recherche qui a 40 ans d'âge et à tous les débats et à tous les militantismes associatifs sur le vivre ensemble, on se dit que de temps en temps ça sert à quelque chose, donc ils ont accepté de mettre en œuvre ce que leur proposait Bruxelles. Et puis les pays de l'Est qui ont découvert ces questions-là quand ils sont entrés dans l'Europe de 2004, ils ne sont pas encore habitués. Et donc, pour eux, c'est un sujet très difficile. Donc là, il y a une vraie fracture qui s'est construite. Il ne faut pas oublier que beaucoup de ces pays de l'Est sont des pays qui sont aujourd'hui en proie à la montée de l'extrême droite, qui est parfois au pouvoir dans certains pays comme la République tchèque, pas la Slovaquie, mais la Hongrie, bien sûr, la Pologne. Et donc, même en Autriche, d'ailleurs, on a un chancelier qui n'est pas très, très loin de l'extrême droite. Donc, on a une montée de ces intolérances, des vieux démons de l'entre-deux-guerres. Autre élément de la crise, toute une série de sujets qu'on n'arrive pas vraiment à débrouiller. Par exemple, la question des îles de la Méditerranée. C'est un vrai sujet, les îles de la Méditerranée, parce que c'est des îles qui reçoivent beaucoup de morts, malheureusement, mais aussi de vivants, mais dans des contextes où ces îles sont assez pauvres, Malte, les îles siciliennes, les îles grecques, et qui vivent du tourisme. Et elles sont dans un conflit éthique. Est-ce qu'il faut favoriser le tourisme parce que c'est notre seule planche de survie pendant une partie de l'année, ou est-ce qu'il faut respecter le droit de la mer qui consiste à sauver les gens en péril, quitte à, ce qui a été le cas dans le passé, être puni, être pénalement pour avoir aidé au séjour irrégulier. Donc on est dans ce contexte-là aussi dans ces pays. Et quand on est une toute petite île, qu'on n'a qu'un seul hôtel et qu'il faut accueillir à la fois les gens qui arrivent et puis accueillir à bras ouverts les touristes et faire en sorte qu'ils reviennent l'année d'après, c'est compliqué, c'est un sujet très sensible. Il y a même des films qui en parlent comme Terra Ferme, par exemple, de Crialese, et qui parle de ce sujet, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là, c'est un contexte, c'est vraiment une crise, là, pour le coup. En même temps, il y a une crise des frontières. Crise des frontières parce que Michel Fouché, le géographe, dit il a fait un livre qui s'appelle L'obsession des frontières. Et qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Que depuis la chute du rideau de fer, on n'a jamais eu autant de frontières qu'aujourd'hui. Il y a des nouveaux pays qui se sont créés, etc. Et on est dans une refrontiérisation de l'Europe et du monde en général. C'était le thème de notre exposition. On a eu l'impression qu'il y a eu une embellie dans les années 90, parce que d'une part, l'Europe avait supprimé ses frontières intérieures, que le mur de Berlin était tombé, que le rideau de fer était tombé, etc. Aujourd'hui, il y a une militarisation de la frontière de l'Europe qui construit, avec l'aide d'entreprises qui travaillent parfois pour l'armement, qui a construit les grillages de Ceuta et Melilla. Je suis allée récemment à Calais. Je me suis aperçue que j'avais l'impression que c'était un terrain de guerre, tellement il y a de grillages, de miradors, de chiens policiers, de patrouilles, etc. à Calais. Que les policiers anglais patrouillent sur le territoire français aussi. Et puis, on a des quantités de nouvelles frontières qui se sont créées, qui sont des points de passage. La frontière entre la Grèce et la Turquie, que j'avais passée sereinement il y a en 2012. Aujourd'hui, c'est un ensemble de barbelés avec des points de passage, etc., complètement hallucinants. On a également, bien sûr, Calais. On a Vintimille, qui a été fermé à plusieurs reprises. D'abord en 2011, avec l'arrivée des quelques 20 000, 30 000 réfugiés de Tunisie et un petit peu de Libye, mais pas beaucoup. Et puis, aujourd'hui, avec l'arrivée des subsahariens qui sont arrivés par l'Italie. Donc, la honte de la France, si j'ose dire pour moi, c'est qu'un agriculteur qui bénévolement a secouru les gens a été condamné par la justice pour avoir secouru les personnes, et qu'un chercheur de l'université de Nice a été également appréhendé pour avoir fait passer bénévolement dans sa voiture des gens qui risquaient leur mort en prenant un passage particulièrement difficile entre l'Italie et la France à pied. Donc on est dans ce contexte-là, avec des tas de gens, on en parlait tout à l'heure, qui dorment dehors, et des conditions, je passe mon temps à lire des thèses parce que c'est mon métier, les conditions de passage en Méditerranée à travers la Libye sont terrifiantes. Parfois je me dis, on est au Moyen-Âge.
on est au Moyen-Âge en la matière, dans la traversée des frontières. La Libye, il y a eu le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui est sorti sur la Libye récemment, il y a 15 jours, qui fait état de prélèvement d'organes, qui fait état de prostitution, également de réduction à l'esclavage des personnes, d'emprisonnement, etc. On est au 21e siècle. La traversée de la Méditerranée, c'est terrifiant, la façon dont les gens décrivent leur passage en Méditerranée. Donc là aussi, on est quand même dans une Europe étonnante, si j'ose dire, qui non seulement se barricade elle-même, mais qui aussi demande aux pays riverains de se barricader. Donc les pays riverains de l'Europe sont devenus des pays d'immigration et de transit aux portes de l'Europe pour faire le travail à la place de l'Europe qui n'arrive pas à maîtriser ses frontières. Donc il y a un accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie en mars 2016 où on demande à la Turquie de garder sur son territoire en lui donnant 6 milliards d'euros garder ces gens, les Syriens notamment, sur le territoire syrien avec un échange un peu bizarre entre des gens qui auraient le profil de réfugiés que la Turquie qui doit envoyer en Europe et que la Grèce doit renvoyer vers la Turquie. S'ils n'ont pas le profil, pour 72 000 personnes. Et puis, il y a un projet qui est encore plus inquiétant de signer un accord avec la Libye. Alors, avec un gouvernement fantôme et dans des conditions de maintien des populations sur le territoire qui peuvent inquiéter. Donc, voilà un petit peu les éléments de cette crise de l'accueil. Crise, bien sûr, ce qu'on a appelé crise des réfugiés. Crise des frontières. Aujourd'hui, on est dans cette militarisation de la frontière qui est une des données du problème, alors qu'on avait l'impression qu'on avait eu une sorte de sortie un petit peu de ce monde de frontières dans les années 90. Et aujourd'hui, au contraire, on est dans ce processus d'enfermement, si j'ose dire, avec le durcissement des frontières européennes, le régime des visas, les conditions supplémentaires demandées pour toutes les formes d'entrée, le travail, le regroupement familial, etc. Il y a juste sur les études que l'Europe s'est ouverte. On a fêté cette année, d'ailleurs, les 30 ans d'Erasmus, qu'on considère comme un grand succès européen. Mais pour le reste, on a fermé tous azimuts les frontières de l'Europe. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. On est dans une sorte disons, de fuite en avant, qui n'est pas tellement fait pour être efficace, mais qui est fait pour l'opinion publique. On est dans une politique d'opinion. Il faut mettre en scène, théâtraliser la fermeture de la frontière. Donc chaque fois quand on a décidé de nettoyer, si j'ose dire, la zone de Calais, ben là, il y a eu beaucoup de médiatisation. À Vintimille, il y a eu beaucoup de médiatisation. Chaque fois qu'il y a une opération de sécurisation de la frontière, il y a une mise en scène de la frontière, une mise en scène pour l'opinion en disant on fait quelque chose. On sait très bien que ça ne va pas durer très longtemps. Les gens sont revenus aujourd'hui à Calais, peu à peu, mais on rend compte de cette approche en disant voilà, ben, vous voulez du sécuritaire, on vous fait du sécuritaire. Mais ça ne sert absolument à rien. Moi, je pense qu'on a 30 ans d'échec de la politique sécuritaire de l'Europe. On a 30 ans d'échec des politiques de retour et on recommence. On est dans une sorte de logique institutionnelle. Frontex, on a créé un instrument de contrôle des frontières externes de l'Europe qui s'appelle Frontex, qui a été créé en 2004. La structure existe, il faut la faire fonctionner. Ça rappelle d'assez mauvais souvenirs historiques, mais c'est vrai pour l'ensemble du dispositif de contrôle des frontières de l'Europe aujourd'hui, avec donc également une crise de la frontière, si j'ose dire, dans le contexte dans lequel on est. Donc voilà un petit peu la réalité dans laquelle on se trouve, avec toute une série de phénomènes nouveaux aussi, parce que ce contexte de nouveaux arrivants, il se produit dans un contexte où d'autres sont arrivés aussi. On a ouvert à l'Est. Le tiers des migrations en Europe aujourd'hui, c'est des gens de l'Est, il ne faut pas l'oublier. Et on a eu une recomposition très importante des paysages migratoires dans les différents pays européens avec les nouveaux arrivants, réfugiés, personnes de l'Est, riverains, etc. Et tout ça, ça fait partie de cette difficulté de l'Europe à se redéfinir avec des personnes qui vont pour l'essentiel rester, qui vont constituer
la population de l'Union européenne. Et c'est précisément ce que l'Europe a du mal à accepter.